Anna Descortes, ce soir à la médiathèque de Tramollet pour nous présenter votre dernier roman. Pour vous présenter un petit peu, vous êtes originaire de Condrieu, à côté de Vienne. Après des études et une carrière dans l'informatique, vous vous lancez tout d'abord dans l'écriture de pièces de théâtre, faisant vous-même partie d'une troupe de théâtre amateur. Et vous écrivez par la suite votre premier roman policier, Les Disparus du Festival, qui est paru en 2017 et qui a d'ailleurs pour contexte Condrieu et le festival de théâtre. Voilà. Depuis, vous avez écrit 5 autres romans. Alors, Suriname Connexion, paru en 2018. Les ailes noires du goéland, en 2019. Et en 2020, Mémoire de glace et Le prisonnier de l'île aux pêcheurs. Alors, pour la petite histoire, Le prisonnier de l'île aux pêcheurs, vous l'avez écrit sous forme de roman épisode sur les réseaux sociaux pendant la période du premier confinement, en mars-avril 2020. Et il a été publié sous forme de livre en juillet 2020. Si je ne me trompe pas. Et donc, votre 6e roman, Chambre 25, dont nous allons parler plus longuement ce soir. Voilà. Vous avez une vie d'auteur très, très active. Vous participez à de nombreux salons et séances de dédicace, et également au Festival Sans d'encre de Vienne. Depuis 2018 Depuis mon premier, depuis 2018, effectivement. Voilà. Avec la parenthèse de 2020 qui n'a pas, puisque le festival n'a pas eu lieu. Tout à fait. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour vous présenter, Alain? Oui, alors d'abord, je souhaite vous remercier, Anne, de m'accueillir dans la médiathèque de Tramollet, qui est vraiment sympathique. Merci. Merci à vous, public, d'être venu. Pour certains de m'avoir lu, d'autres de venir me découvrir. Rajouter, non, je crois que Anne, vraiment, vous me connaissez bien, puisque je pourrais juste apporter une précision en termes de parcours. Effectivement, je suis un auteur un peu atypique par rapport à d'autres auteurs que l'on rencontre qui ont plutôt qui ont suivi une filière littéraire et qui ont eu une carrière plutôt dans le monde des arts pour écrire, alors que moi, mis à part une petite parenthèse de collégien où j'écrivais des petits poèmes acrostiches pour mes petites copines, et le fait d'être un scientifique qui a fait du latin jusqu'au bac, j'étais pas du tout a priori, je ne pensais pas du tout a priori un jour écrire de façon entre guillemets professionnelle. Parce que j'ai passé une bonne partie de ma vie professionnelle dans le monde de l'informatique, du conseil, du business. Et c'est quand j'ai eu un petit peu plus de temps, comme l'a expliqué Anne, que je me suis mis au théâtre amateur, parce que j'en avais envie. Là aussi, j'avais fait un peu de théâtre amateur au lycée. Et que ça m'a plu, et puis un jour ma troupe ne trouvait pas de pièce du répertoire. J'ai proposé d'écrire une pièce, et puis voilà, c'est parti, et le lien s'est fait parce que j'organisais à l'époque le festival de théâtre amateur de Condrieu, le festival Tac au Tac, et lors d'une réunion, ça s'est mis un peu à phosphorer, et donc j'ai l'enquête, l'intrigue des disparus du festival. Et comme ça a bien marché, de fil en aiguille, je suis aujourd'hui où j'en suis. Et si je peux vous demander, comment on passe de l'écriture de pièces de théâtre à l'écriture de romans policiers? Alors on passe... déjà, l'écriture, quel que soit le style, c'est une... je sais plus si je dois dire c'est une technique, c'est un art, c'est quelque chose où de toute façon on a une patte, on a un certain style. Mais il est vrai que on passe avec en changeant un petit peu les règles. Par exemple, en théâtre, il faut essentiellement du dialogue, alors que dans un livre, on va avoir du narratif.
Mais quelque part, ça s'est fait comme ça. Alors, je vous ai pas vraiment tout dit, dans le sens que même dans ma vie professionnelle, j'ai écrit un petit peu, mais j'ai écrit pour moi, et heureusement d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, ce que j'écris n'est absolument pas publiable, parce qu'il y a une maturité qui s'instaure, mais si j'avais pas fait ces petites écritures pendant un certain temps, si j'avais pas fait l'écriture des pièces de théâtre, je serais peut-être pas arrivé où je suis aujourd'hui, parce que il faut une grande rigueur, et puis il ne faut pas avoir honte de dire qu'on ne naît pas auteur, ça s'apprend, et j'estime avoir acquis de la maturité tout au long de mes titres, sans renier mes premiers. D'ailleurs, dans vos romans, souvent, on a beaucoup de dialogues, c'est très vivant. Donc c'est un reste du théâtre, ça, je pense. Ouais. Je pense que c'est un reste du théâtre. Et puis quand il n'y a pas de dialogue, j'aime bien faire parler mes personnages dans du narratif. C'est-à-dire que ça permet au lecteur soit d'avoir la vision de l'auteur qui a la description de tout ce qui se passe, soit au contraire à un moment donné de se mettre dans la tête d'un des personnages et de le suivre par rapport à ce qu'il ne dit pas forcément, mais ce qu'il pense très profond. Ah zut, qu'est-ce qui m'arrive, où est-ce que je suis, voilà. Et puis voilà, puis après on a un style, chaque auteur a son style. Et écrire un roman policier sous forme de pièce de théâtre? Alors, on me l'a déjà demandé. Je sais pas. Oui, je pense que ce serait possible, sachant que les pièces de théâtre que j'ai écrites, c'était pas du tout du policier, on avait l'habitude de jouer du boulevard, donc c'est vraiment de la pièce, c'est du comique, du déjanté, des gags à toutes les lignes, des jeux de mots, etc. Pensez aussi au comique de situation, donc ça n'avait rien à voir. Et alors après, j'ai du mal à répondre d'ailleurs pourquoi j'écris du polar et que j'écris pas de la littérature blanche. Ben, j'en sais rien. C'est comme ça, j'aime bien le mystère, j'aime bien qu'il y ait une enquête, une intrigue, donc c'est pour ça. Je me sens bien là-dedans, vu qu'on m'a pas relancé pour écrire une pièce policière, donc je continue là-dedans, et on m'a pas non plus demandé d'écrire des feel-good, d'écrire des recettes de cuisine, parce que j'ai pas mal de collègues auteurs qui se diversifient et qui écrivent des recettes de cuisine. Alors moi ce serait la catastrophe, je vous préviens, si je devais écrire des recettes de cuisine, mais bon. Écrire pour la jeunesse, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'auteurs. C'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. Je pense pas que j'aurais... Alors, je ne sais pas si c'est une patience ou au contraire de se mettre à la portée. Parce que quand j'écris du polar, j'écris pour mes lecteurs, mais j'écris aussi pour moi. Et ça vient naturellement. Écrire pour la jeunesse, j'ai tenté une expérience qui n'a pas abouti, mais je ne l'ai pas menée bien loin. Il faut que je sorte. C'est plus moi, je me projette sur quelque chose que je dois écrire qui doit avoir tel et tel truc et ça va pas. Donc non, chacun son truc. D'accord. Alors si on en vient maintenant à le dernier roman, Chambre 25. Donc Chambre 25, c'est un roman qui nous fait voyager. Vous nous embarquez dans une histoire incroyable, avec des personnages parfois ambigus, une fin surprenante, mais je m'arrêterai là. Avant de vous proposer une lecture d'extrait, est-ce que vous pourrez nous dire un peu comment vous avez été inspiré pour écrire ce livre? Comment vous avez trouvé le fil de l'histoire? Oui, bien sûr. Alors, il faut replacer l'écriture de Chambre 25 dans son contexte, parce qu'il faut bien savoir qu'un auteur, quand il sort un titre, il a déjà entamé le titre de l'année d'après. Donc, oui.
Parce que ça s'arrête pas là-dedans. Et je vous dis pas, j'en ai plein d'autres qui sont en tête. Et donc, Mémoire de glace est sorti alors que je ne dise pas de bêtises, en janvier 2020, parce que lors d'une interview radio, je m'étais trompé sur les dates. Avec le Covid, on a tout mélangé. Donc, Mémoire de glace sortait en janvier 2020. Donc, au moment où je commençais où j'étais en réflexion sur un prochain, j'avais déjà des brides il s'appelait pas encore Chambre 25, mais des brides là-dessus. Et on arrivait dans la période du premier confinement. Donc, sans parler, on y reviendra peut-être tout à l'heure, du roman feuilleton du prisonnier d'île aux pêcheurs, mais en gros, l'écriture de Chambre 25 a été pendant une année où on a quasiment été complètement confiné. Donc déjà, j'ai eu envie de voyager et de faire voyager mes lecteurs. Donc par rapport au titre précédent, où si on prend Mémoire de glace, où on reste très local, on se promène à Vienne, à Lyon, dans le massif du Pilat. Mémoire de glace, j'ai voulu un peu de liberté, de voyage. Donc on est dans une île paradisiaque du Pacifique, on est en Afrique, on est sur la côte ouest des États-Unis, on est en France, enfin bref. Donc ça a été une des clés, une des raisons du roman. Et puis après, il a fallu articuler tout ça. Et puis arriver à ce que ceux qui ont lu savent à quoi on est arrivé. Alors, toujours dans le roman, différents thèmes sont abordés, dissimulation, scandale politique, expérience. Est-ce que vous choisissez des thèmes d'actualité ou pourquoi ces thèmes-là? Alors, là encore, alors il y a des thèmes récurrents dans le polar, hein. C'est vrai que c'est pas on n'a jamais affaire à des enfants de cœur, donc et dans le polar, il y a des agressions, il y a des crimes, sinon ce serait plus du polar. Donc ça, c'est des thèmes qui tombent tout seuls. Et puis après, il y a des thèmes. Alors, je me laisse porter par mes personnages. J'ai deux façons d'avancer, ce qui a été le cas pour Chambre 25, mais même pour les autres. D'une part, il y a certains moments où je dis tiens, ce thème-là, j'aimerais bien le mettre. Et puis il y a d'autres thèmes qui arrivent d'eux-mêmes par les personnages, et entre autres, sans trop dévoiler l'histoire, à un moment donné, dans Chambre 25, on a un contact très fort avec la drogue. Je l'avais pas initialement, je l'avais pas prévu, mais c'est un personnage qui m'a porté avec ce contact avec la drogue, et qui m'amène à dire que dans mon cas, je ne sais pas si tous les auteurs sont comme ça, mais souvent, il y a l'écriture, c'est une chose, mais il y a la documentation, et la documentation prend beaucoup de temps dans la genèse d'un roman, parce que moi je pars du principe que il ne faut pas balader le lecteur, alors à moins d'écrire des contes de fées, etc. Il faut que tout ce qu'on écrit soit vraisemblable, soit crédible. Donc dans l'exemple de la drogue, que je prends celui-là, mais on pourra en prendre plein d'autres, eh bien, je me suis énormément documenté sur les addictions à certaines drogues, etc., le sevrage et autres, pour pas qu'un spécialiste me dise non mais attendez, là c'est pas possible, c'est pas crédible. Et de la même façon, si on veut être un peu plus soft, en ce qui concerne la géographie, j'aime bien faire déplacer mes personnages dans des lieux réels. Je ne suis jamais allé à San Francisco, mais à un certain moment, on se promène dans les rues de San Francisco, et je vous garantis que la rue, je ne me souviens plus de tel quartier qui rejoint telle rue, elle croise bien cela, et puis merci Google, merci Internet, pour permettre de visualiser, oui, il y a un feu rouge, il y a une impasse, pour être vrai. Alors c'était encore plus vrai sur Suriname Connexion, parce que là j'ai dû aller en Guyane et au Suriname, et aller dans des descriptifs très, très précis. Donc voilà, donc c'est un ensemble d'éléments c'est un peu un jeu de construction, avec de l'imagination, des idées des thèmes qu'on a envie de faire passer, et puis des thèmes qui arrivent tout seuls, portés par des personnages. D'accord. Voilà.
Et au niveau de vos personnages, comment vous choisissez leur personnalité, leur caractère? Alors, parce que notamment oui. dans Chambre 25, on a des caractères. Oui, il y a des caractères. Alors, j'aime bien que les personnages soient entiers. Alors ils sont entiers, mais ils ne le dévoilent pas forcément. Ils peuvent avoir une façade, une façade de caractère, mais qui n'est pas du tout celle qu'on va découvrir un petit peu. Voilà, donc pour ça qu'on va avoir certaines ambiguïtés. Et puis les personnages se construisent au fil de l'écriture. Enfin, mes personnages, parce que je ne parle pas pour le monde. Donc, souvent, mes personnages, au début, quand je commence à écrire un roman, si un lecteur était là par-dessus mon épaule, il les trouverait peut-être un peu fades. Et c'est après, en cours de route, que je vais leur donner ce qu'on appelle leur donner de l'épaisseur. Pour que ils sont ce que vous avez découvert avec parfois avec certaines surprises. Par exemple, si je reviens un peu en arrière, et toujours pareil sans dévoiler, sur Mémoire de glace, j'ai une héroïne récurrente qui s'appelle Stella. J'avais pas du tout prévu, quand j'ai commencé à écrire, que Stella, il y aurait plein de choses qui lui monteraient à la tête et qui arriveraient et qu'elle se découvrirait, qu'elle découvrirait en elle quelque chose que j'ignorais quand j'ai commencé à écrire et qu'elle-même ignorait aussi d'ailleurs. Voilà, j'en dis pas plus. Vos personnages évoluent. Voilà, les personnages évoluent et puis pour finir, comme chaque auteur, il y a toujours, surtout dans le monde du polar, il y a toujours la grosse question en disant est-ce que je fais mourir ou pas tel personnage. Alors ça, si vous saviez le nombre de fois qu'il y a un personnage que j'ai fait mourir et puis j'ai dit non et puis si, et donc... Alors pour nous mettre dans l'ambiance justement de votre roman, je vous propose une lecture de 2 extraits du roman. Alors 2 lectrices sont portées volontaires. Claudie, vous voulez commencer à lire? Le docteur Marc Chatarian s'obligeait à regarder à travers la vitre. De l'autre côté, l'infirmier tchadien portait des gants et un masque en tissu. La place pire, sans le rempart de l'épaisse glace, jamais il ne se serait approché à cette distance. La vue du cadavre sur le brancard lui donnait la nausée. Le corps était nu. Le tableau était affligeant. Marc Chatarian se souvenait avoir eu envie de cette femme. Il se rappelait même l'avoir souvent déshabillée du regard, avoir impudiquement imaginé les formes harmonieuses cachées derrière les vêtements. Son fantasme se réalisait. Pas comme il l'aurait toutefois souhaité, malheureusement. Ce matin-là, il la voyait comme il en avait rêvé, mais hélas, morte. Ses yeux fixaient le bas du corps pour retarder le moment où il devrait se confronter au visage. De nouveau, les souvenirs s'invitèrent, comme pour mieux contraster avec l'horrible spectacle qu'il lui faudrait supporter dans les secondes à venir. Il l'avait rencontrée pour la dernière fois, le mardi de la semaine précédente, quand elle était arrivée à Doba. Il regrettait de ne pas l'avoir alerté davantage sur le danger de son initiative. Malheureusement, il était aujourd'hui trop tard. Marc Chatarian avait toujours trouvé cette femme de 47 ans d'une incroyable beauté et très séduisante. Une silhouette désirable et bien proportionnée, un visage harmonieux, de jolis yeux couleur noisette et une chevelure brune. Et puis, il y avait ses boucles d'oreilles, des créoles. Le médecin chercha à retarder l'instant fatidique. Son regard s'attarda sur les mains. Il remarqua l'alliance et la bague. On ne lui avait pas retiré. On ne les lui avait pas retirés. La crainte, sans doute, que les bijoux soient porteurs de la mort. Il s'arma de courage en poursuivant son mouvement de la tête. Le visage de la morte lui apparut
dans toute son horreur. La chair des mâchoires avait totalement disparu. On ne voyait plus que les dents, comme sur un squelette. Le haut de la figure n'était que lambeau de tissu musculaire en putréfaction. L'œil droit s'échappait de l'orbite et un large trou s'était creusé à la gauche du nez. Le temps du transport sur le brancard, une touffe de cheveux s'était détachée du crâne, juste au-dessus de l'oreille, encore ornée par une créole. Le docteur Chatarian en avait observé des cadavres, gravement accidentés ou victimes de guerre. Il n'était pas beau à voir. Mais jamais il n'aurait rencontré un visage à ce point massacré. Un soudain haut-le-cœur l'obligea à détourner la tête. Il se sentait incapable de regarder plus longtemps le cadavre de cette femme qu'il ne connaissait que trop bien. Merci. Merci. Donc vous disiez... Pourquoi le Tchad et pourquoi Doba en particulier? Alors, là, il ne faut pas que je dévoile non plus... Il y a un contexte de virus en Afrique, alors ce qui est assez amusant, excusez le terme, mais on n'avait pas encore démarré le virus chez nous. Mais il y a un contexte en Afrique où, entre autres, certaines maladies comme ça y est, j'ai perdu le nom, vous allez m'aider. Ebola, merci. Et des variantes d'Ebola qui émanent de l'Afrique centrale, donc, et entre autres du Tchad. Et pourquoi Doba? Parce que je voulais pas de N'Djamena, je voulais pas une grande ville. Tu veux dire pourquoi pas Ouais, pourquoi? Parce que N'Djamena, c'était trop grand, petit village trop petit, donc Doba est une ville du Tchad un peu intermédiaire où les gens se connaissent, hein, le médecin va connaître du monde, donc c'était pour ça. Doba m'allait bien. Mais j'aurais pu prendre une autre ville si on avait été en France, c'est comme si j'avais pris Avignon ou Brest, voilà quoi, c'était... Donc voilà pourquoi Doba. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous voulez. Est-ce que, en fonction de ce que je réponds, est-ce que tout le monde... qui a lu Chambre 25 déjà, donc vous, voilà. Oui. D'accord, ok. Donc il faut bien que je garde, comme il y en a deux qui l'ont pas lu, je garde le mystère. C'est ça. Mais moi, je pensais que l'épidémie vous avait inspiré. Pas du tout. Voilà. Non. Alors, c'est pire. Il y a quelqu'un que vous connaissez bien, qui habite pas loin de chez vous, qui s'appelle Paul Dubreuil. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Hein, il a écrit un bouquin qui s'appelle Virus. Oui, voilà. Et bien, Virus, il l'a écrit avant Covid. Donc, des fois, il y a des choses qui... Ouais, c'est... Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir, parce que si on a du mal à m'arrêter quand je parle, donc vous n'hésitez pas à me couper si on n'est pas dans les temps. Mais, mis à part le cas particulier du prisonnier d'île aux pêcheurs sur lequel on reviendra, je me suis toujours posé la question, quand on avait un contexte virus, s'il fallait, dans l'histoire, jouer l'actualité et vivre avec le virus ou pas. Alors, on en a discuté entre certains auteurs et on est nombreux à avoir fait le choix de dire, eh bien, comme un livre est fait pour s'évader, on fait le choix qu'il n'y a pas de virus et qu'il n'y a pas de Covid. Après, il peut y avoir d'autres virus, hein, mais il n'y a pas de... Voilà, parce que sinon, si le lecteur il est en plein Covid, il achète un bouquin et puis qu'on lui dit, il prend son masque et machin. Alors, c'est vrai que c'est en contradiction avec ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la vraisemblance des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai écrit un bouquin, le gars qui sort dans la rue ou qui va au restaurant et qui n'a pas son passe sanitaire, c'est pas cohérent, non, ça fait rien. Moi, il va au restaurant, il s'éclate, il prend un bon moment. Comme ça, le lecteur s'évade avec lui. Voilà. Est-ce qu'on passe à la lecture du deuxième si vous voulez. Installée dans son fauteuil et roulette, Verrières écoutait Géraldine Voltier, assise de l'autre côté du bureau. Je n'ai plus aucune nouvelle d'une amie, mes mails restent sans réponse,
Et elle ne m'a pas téléphoné depuis plus d'un mois. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Avez-vous essayé de joindre sa famille? Vous êtes-vous rendu chez elle? Je ne connais pas sa famille. Je crois qu'elle a une sœur, mais je n'ai pas ses coordonnées. Quant à se rendre chez elle, c'est difficile. Pourquoi donc? Pourquoi? Depuis 5 ans, elle réside à San Francisco. Cette dernière révélation laissa Verrières pantois. Il crut un instant à une plaisanterie ou à une embrouille de journalistes. Il coupa court. Pourquoi vous adressez-vous à moi? Contactez la police ou un détective californien? Parce que je ne vois pas en quoi je pourrais vous aider à retrouver votre ami à 10 000 km d'ici. Il se retint de lui dire qu'il avait d'autres affaires à traiter. Mais objectivement, à part rechercher l'identité du propriétaire d'un kangou et imprimer quelques photos compromettantes pour solder un dossier, l'activité n'était pas débordante. Géraldine expliqua qu'elle avait déjà contacté la police, qu'il avait gentiment envoyée sur les Roses, et qu'elle ne savait pas à quelle porte frapper aux États-Unis. J'habite Montpellier, et j'ai eu connaissance de vos exploits, renchérit-elle. La façon dont vous avez résolu l'affaire du double meurtre de Lunel, chapeau. Elle faisait allusion à une récente enquête du détective qui avait réussi à démasquer les coupables avant la police. Mais l'ours Verrières n'avait aucune envie de sortir de sa tanière. Il resta de marbre face à cette flatterie. Je ne vous demande pas de vous rendre en Californie pour la retrouver, poursuivit-elle. Je n'aurai d'ailleurs pas les moyens de vous payer le voyage. Aidez-moi seulement en me donnant une méthode ou une marche à suivre. Par mon métier, j'ai l'habitude des investigations. J'ai juste besoin de vos conseils pour enquêter le mieux possible. Jamais Verrières n'avait été sollicité pour une demande aussi étrange. Il songea d'abord à renvoyer la journaliste à ses recherches à distance. Il était détective, pas conseiller ni formateur. Mais quelques neurones au fond de son cerveau l'en empêchèrent. L'attrait pour les énigmes faisait déjà réfléchir Verrières. De quelle façon enquêter à distance? Bien sûr, il y avait Internet, mais c'était oublier la version du détective à l'informatique et aux nouvelles technologies. Cependant, cette disparition lointaine commença à l'intéresser, au point de sentir vaciller ses bonnes résolutions. Depuis ses derniers déboires amoureux, il s'était pourtant promis d'éviter tout contact avec les femmes et était entré dans une misogynie protectrice. Mais l'enquêteur invétéré qui se cachait derrière l'homme se montra le plus fort. Les défenses tombèrent. Verrières demanda alors à Géraldine de lui fournir tous les détails concernant son ami. Une idée germa dans la tête de Verrières pendant qu'il écoutait la journaliste. Il avait certes décidé de l'aider, mais venait d'envisager en même temps une réciprocité opportune. Une fois les explications terminées, il lança à brûle-pourpoint. « Vous avez une voiture ?»« Évidemment, répondit la journaliste, il vaut mieux avec mon métier. Aimez-vous les fruits et légumes ?» Elle écarquilla les yeux. Merci. Pourquoi un détective et pourquoi pas un enquêteur, Alors, votre inspecteur de police? voilà. Alors d'abord, inspecteur de police, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas aux États-Unis et que le grade d'inspecteur n'existe plus depuis 1992. Ça, c'est une erreur qu'on fait souvent. Aujourd'hui, les policiers sont gradés comme les militaires. Et donc, on a un capitaine, on a un lieutenant, mais il n'y a pas d'inspecteur de police. Voilà. Alors, pourquoi un policier? Parce que le détective, alors c'est pas le premier détective qui rentre dans mes romans. Il y en a un autre qui s'appelle Graciole. C'est lui qui est arrivé en premier. Et donc, l'avantage pour un auteur d'un détective, c'est qu'il peut prendre quelques distances avec les procédures, chose qu'un policier normalement ne fait pas. Et puis, aujourd'hui, on est dans un monde au niveau policier où, avec l'ADN, avec l'informatique, quelque part, il n'y a plus ce petit côté travail de neurones que peut avoir un détective parce qu'il n'a pas tout à sa portée. Donc, ça permet plus de liberté de mettre en scène un détective, quoi. Et puis comme j'aime bien prendre des distances avec les critères des romans policiers, on en reparlera peut-être. Le polar stéréotypé où il y a le meurtre, il y a les flics, il y a l'enquête, et puis on arrive à la fin, les flics ils trouvent.
en rajoutant des personnages un peu externes, ça permet pour moi d'enrichir l'histoire. D'accord. Dans ce chapitre d'ailleurs, vous parlez, enfin à un moment il y a allusion à l'affaire de Lunel. Oui. Est-ce que c'est un rapport avec un roman Aucunement, absolument pas. Non. Il fallait que Géraldine ait une bonne raison de venir frapper à la porte du détective, et le détective en question, il fallait qu'il ait fait la une des journaux pour qu'il soit connu, etc. Donc on a fait l'affaire de Lunel parce que Lunel n'est pas très loin de Montpellier, et voilà. Mais donc. Disparition, c'est souvent des disparitions en fait, dans vos romans. Oui, alors ça c'est. Une raison particulière ou. C'est amusant parce que vous n'êtes pas la première à me le faire remarquer, je m'en étais pas rendu compte. Que effectivement j'ai souvent des disparitions. Oui. Alors j'ai cherché, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'une disparition laisse plus de mystère. Un meurtre, un assassinat, ok, on a un cadavre, il est mort, on sait qu'il ne reviendra pas. Alors que la disparition, peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il est vivant. Je pense que c'est ça qui me... Parce que j'aime bien jouer avec le lecteur, j'aime bien emmener le lecteur avec moi, et qu'à un moment donné, le lecteur il dit alors oui, si, il a peut-être fait ça, non. Puis j'aime bien le prendre à contre-pied, le lecteur ou la lectrice. Et donc ça laisse plus de latitude, mais c'est très inconscient. Pas. Le détective derrière, il est déjà présent? Non, alors en réalité, il fallait que dans cette histoire, j'avais pensé à d'autres personnes, mais il fallait que dans cette histoire, le détective n'ait pas existé avant ni après, pour plein de raisons que ceux qui ont lu les livres comprendront. Donc voilà, un détective verrière, il arrive dans Chambre 25 et il n'a jamais été dans d'autres histoires, et il ne sera jamais plus dans des histoires. Il n'a pas d'avenir et il n'a pas de passé, même si au début j'en avais un qui avait un passé, mais bon, ce serait trop rentrer dans un détail. Et de même que Géraldine, Madame parlait de fil rouge. Le seul fil rouge qu'il y a avec les romans précédents, c'est le personnage d'Erna, encore qu'elle n'ait jamais apparu, mais c'est la famille du personnage d'Erna. Voilà. J'avais peur de... Non, vous avez bien compris. Allez, Erna a une demi-sœur, voilà. Voilà, ok. Mais après, j'en dis pas plus. Et je me suis amusé d'ailleurs, puisqu'on est entre nous, même si on est filmé, je me suis amusé à reproduire une scène dans Chambre 25 qui s'est passée, mais c'est la même scène, c'est pas qui s'est passée dans Mémoire de glace. Oui, il y a encore un petit peu, puis j'irai pas plus loin. Mais quelque part, si vous lisez Chambre 25 et Mémoire de glace, vous verrez qu'il y a deux scènes que l'on retrouve, mais si vous avez lu qu'un et pas l'autre, c'est pas gênant, ça n'empêche pas de comprendre. Mais là, c'est un petit jeu. C'est l'auteur qui s'amuse, comme Hergé dans Tintin, qui aimait bien se mettre en scène de temps en temps. Et bien là, j'ai eu envie de rappeler une scène qui s'était passée dans un livre précédent. Voilà, c'est des caprices d'auteur. Donc il faut qu'on arrive à lire. Il faut lire les deux. Et puis, ça vous amènera rien de plus de savoir que c'est la main. Tiens, cette scène, elle a déjà été. Mais ça vous fera travailler les neurones en disant tiens, oui, que vous lisiez dans un ordre ou dans l'autre, ça n'a pas d'importance. Alors, c'est vrai qu'à choisir, il vaut mieux lire Mémoire de glace et Chambre 25 dans l'ordre chronologique, mais si vous avez déjà lu Chambre 25, vous pouvez lire Mémoire de glace. Et... Donc, dans l'actuel, vous avez écrit 6 polars.
Voilà, c'est ça. Le premier, C'est Les Disparus du Festival. Alors, Ah oui, si vous me laissez un petit peu le temps d'exprimer, oui, il n'y a pas de problème. Oui. Alors, Les Disparus du Festival, au début, comme ça vous allez voir ma progression. Au début, Les Disparus du Festival, j'ai expliqué le contexte, hein, c'était dans le cadre du théâtre, je m'ennuyais dans une réunion du comité des fêtes, et j'ai pensé dans le cadre du Festival de théâtre amateur de Condrieu, qui a une envergure un petit peu plus forte, parce qu'il faut être un peu mégalo que ce qu'il a aujourd'hui, mais au lieu de durer 4 jours, il dure 10 jours, hein. Et donc une comédienne qui disparaît. Et puis je me suis amusé à mettre en scène, alors il n'y a que les gens du comité des fêtes de Condrieu qui peuvent s'y retrouver, donc avoir des descriptifs et des noms qui font penser aux membres du comité des fêtes. Et donc c'était un petit peu, quand j'ai écrit Disparu du Festival, je voulais me faire plaisir. J'avais quand même en arrière-pensée, je voulais, comme je vous ai dit, j'avais déjà écrit, j'ai été joué dans mes pièces. J'avais dans l'idée de le faire paraître, mais en vendre une 50aine d'exemplaires, quoi. Et puis voilà. Donc, ce qui est bien de nos jours, c'est qu'on peut faire ce qui s'appelle l'auto-édition. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de trouver un éditeur. Vous avez sur Internet, vous commandez vos bouquins, vous faites une mise en page. Bon, il faut tout faire, hein, la couverture, etc. Et puis vous en commandez 10, 50, 100, 200. Bon, alors plus vous en commandez, plus le prix diminue. Mais c'est pas du tout impossible. Quelqu'un qui veut faire un livre pour sa famille, de commander 20 exemplaires, c'est pas ruineux, hein, c'est beaucoup de travail. Donc j'en ai commandé, alors je sais plus, une cinquantaine, une centaine, puis je suis allé voir la libraire de Condrieu en lui demandant si ça l'intéressait. Je savais que j'en vendrais aux copains de toute façon et à la famille. Et puis la libraire l'a lu, elle m'a dit oh, ouais, c'est bien, ça plaît, puis en plus c'est local, donc du coup elle l'a mis en vente, et puis ça a bien marché, et puis on a réapprovisionné, on en a recommandé 200, 500, et ce qui fait que partant du petit défi, du petit jeu, je me suis pris au jeu. Et puis après, j'ai eu envie d'en écrire un autre. Donc j'ai écrit Suriname Connexion. Et Suriname Connexion avec des personnages qui étaient dans le premier parce que je m'y étais attaché. Donc j'ai écrit ça. Et puis on a continué. Alors à partir de Suriname Connexion, j'ai commencé, je ne vais pas dire à prendre la grosse tête, mais à me dire, finalement, ça me plaît bien. Si j'essayais de monter d'une marche, d'en vendre plus, de trouver un éditeur, je me suis attaché les services d'un agent à l'époque pour me trouver des salons, parce que c'est un monde que je connaissais absolument pas, hein. Je venais de l'informatique, donc les salons technologiques, je les connaissais, les salons littéraires, le métier d'édition, comment fonctionnent les libraires, je ne savais pas du tout comment ça se passait. Donc j'ai appris, j'ai sorti donc Suriname Connexion, et puis on est allé un petit peu plus loin avec les ailes noires du goéland. Et avec les ailes noires du goéland, j'ai commencé entre guillemets à avoir une petite notoriété grâce à mon agent qui m'a aidé à trouver un éditeur. Donc j'ai trouvé un éditeur qui a été séduit par mes écrits, ce qui fait qu'après je suis passé en mode édition, compte d'éditeur, donc je ne vais pas faire une formation là-dessus comment ça se passe, mais auto-édition, vous faites tout, vous allez chez des libraires, et puis vous avez votre petite valise, et puis vous lui, entre guillemets, vendez les livres, mais vous faites tout, mais vous êtes libre de tout faire, de rien faire. Un éditeur, c'est différent. Vous lui, entre guillemets, vous lui vendez pas un manuscrit, vous lui cédez les droits d'un manuscrit, donc un manuscrit c'est un texte, et après, ça ne vous appartient plus. Donc c'est l'éditeur qui s'occupe de tout, donc c'est très confortable. Par contre, vous perdez beaucoup en liberté. Il y a une relation contractuelle. C'est lui qui décide des salons auxquels vous allez aller, des endroits où sera vendu votre bouquin quand il sortira. Enfin bon, tous les grands ont un éditeur, hein. Michel Bussy, il est pas d'auto-édition. Hein. L'éditeur se permet de faire des corrections ? Alors, ça dépend des éditeurs, mais dans tous les cas, l'éditeur se permet de faire des remarques sur votre manuscrit. Alors, il y a l'éditeur qui est honnête, qui est clean et qui va dire, eh ben voilà, moi
j'aimerais mieux que ce soit comme ça, là c'est un peu trop long, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on enlève? Ça c'est un mode de fonctionnement correct. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec mon éditeur des Éditions du Loir, mais je connais des auteurs qui ont vu leur livre publié avec des morceaux entiers qui avaient été supprimés sans qu'on leur dise. Ça après c'est comme partout, hein. Vous avez l'épicier qui va vous vendre du bio et l'épicier qui va vous vendre des trucs qui sont pourris, quoi. Le monde de l'édition c'est la même chose. Donc voilà, mais pour revenir au démarrage, si je n'avais pas démarré en auto-édition, je ne serais pas là ce soir, parce que quand vous êtes à votre premier roman, déjà, comme je disais, un premier roman, il est moins abouti que le 6e, et pour qu'un éditeur vous prenne, il n'y a pas de... Parce que lui, il faut qu'il gagne de l'argent aussi, hein, il faut qu'il sache comment un peu ça fonctionnait. L'auto-édition, c'est un peu une marche pour aller vers l'édition par un éditeur. Mais il y a des gens qui restent en auto-édition parce qu'ils s'y trouvent très bien et qu'ils se trouvent libres. Moi, je connais des auteurs de talent qui restent en auto-édition. Et c'est facile de trouver un agent, parce que vous dites... il a fallu que je trouve un agent. Il faut trouver un bon agent. Alors, c'est facile de trouver un mauvais agent et un mauvais éditeur, parce que vous avez des gens. Alors déjà, il faut commencer à fuir ceux qui vont vous réclamer de l'argent d'entrée. Alors après, il faut bien les payer. Donc un agent, mon agent, je le payais, mais je le payais par rapport à un contrat au fil de l'eau. Bon, il s'est trouvé dans ces milieux-là, il y a beaucoup d'opportunités. Quand on commence à être dans les salons, les interviews, les rencontres, il se trouve que l'agent que j'ai trouvé et qui m'a trouvé, c'était une polardeuse, comme on dit, qui connaissait beaucoup de monde, qui traînait les salons en tant que lectrice. Elle avait commencé à s'occuper de quelqu'un et puis on s'est croisés. Elle n'était pas sûre d'en faire son métier, donc maintenant elle en est sûre. Donc on a fait un petit bonhomme de chemin, puisque aujourd'hui on travaille plus ensemble, plus sous cette forme-là, puisque je suis édité par les Éditions du Loir. Et moi, ça m'a permis de, effectivement, c'est bien tombé, mais j'aurais pu tomber sur quelqu'un qui faisait pas l'affaire, quoi. Il y a beaucoup de monde, et il y a beaucoup de monde honnête, sérieux, il y a beaucoup de monde malhonnête et très amateur, quoi. Quand vous disiez votre éditeur choisit les salons auxquels vous participez, ou sur quels critères? Alors c'est un échange. Quand je dis choisi, on va dire on choisit ensemble. Mais c'est-à-dire que je suis pas tout seul à choisir. Quand il y a un arbitrage, il y a des notions de coût, d'inscription et tout ça. Donc on essaye aussi de partager les frais. Donc c'est vrai que si je dis à mon éditeur, je vais aller à un salon à Brest, il faut me payer les frais de placement et puis c'est un salon absolument inconnu. Mon éditeur va dire non, voilà, c'est ça. Et de la même façon que si mon éditeur veut m'envoyer à un endroit et puis que moi, pour plein d'autres raisons, j'ai envie d'aller à un autre endroit, on va en discuter, quoi. C'est plus, quand je dis choisi, l'auteur n'est plus tout seul quand il est édité, l'auteur n'est plus tout seul pour prendre les décisions, et c'est très bien parce que c'est des décisions de toute façon collégiales qui sont importantes puisqu'on a quand même le même objectif. L'objectif, c'est que le livre se vende. Oui, vous arrivez quand même et une notoriété. Oui. En règle générale, avant Covid, quand j'ai démarré, je prenais tous les salons que je pouvais parce qu'il faut être aussi pris sur un salon. C'est toujours pareil, il faut candidater. Donc, alors, le petit salon qui n'a pas beaucoup d'envergure, c'est vrai qu'il n'y aura pas trop de difficultés. Le grand salon, faut déjà être pris, donc il faut déjà candidater. Et à partir de là, il faut ménager une vie sereine et des week-ends bloqués par les salons, même s'ils s'appelaient. Donc, avant Covid, quand j'ai démarré et que ça commençait à être en régime de croisière, c'est-à-dire un salon par mois, en moyenne. Après, il y a eu le Covid, tout s'est arrêté. Donc, dès que ça a rouvert,
Et ça a été un gros problème d'ailleurs pour tous les auteurs. Oui. On a pris tout ce qui bougeait, quoi. Tous les salons, les organisateurs, pareil, on dit oh là là, ben, on n'a pas fait de salon, ça a été repoussé. Donc ceux qui ont été repoussés, ben, ils ont mis leur salon au moment où ça rouvrait. Ceux qui étaient normalement là, ils étaient là. Donc on s'est retrouvé à des salons avec, moi j'ai fait un salon dernièrement avec 70 auteurs et donc il y avait presque plus d'auteurs que de public, quoi. Donc après il y a un côté, un salon c'est fait aussi pour vendre et dédicacer. Si on vend 2-3 bouquins à un salon, donc là dernièrement je dois dire que je me suis gavé, j'ai fait pas loin de 2-3 salons par mois. Maintenant, on retrouve un régime de croisière et puis maintenant je peux un petit peu choisir. Donc, et je mets un cas particulier pour Sang d'encre parce que Sang d'encre, je le dirai jamais assez. À Vienne, oui. Donc je suis à Sang d'encre depuis, j'y suis ce week-end-là. Je suis à Sang d'encre depuis mon premier Les Disparus du festival. Et c'est vrai que quand je suis arrivé avec Les Disparus du festival, j'étais l'OVNI, j'étais pas connu. Et Sang d'encre m'a fait confiance en me donnant une place aux auteurs de la région. Et je lui en suis très reconnaissant. Et depuis, donc, j'ai toujours répondu présent au rendez-vous. Et à plus forte raison cette année, puisque maintenant je suis sur le stand des libraires, je serai sur le stand de Luciole. Il va se faire cette année. Il se fait, oui. C'est avec plaisir. Non, j'étais allé l'année où Néret avait sorti. Et c'est en 2019, je pense. C'est en 2019. Donc j'étais, on ne se connaissait pas, donc voilà. D'accord. Puisque j'ai croisé Néret à ce salon-là. Et donc, si vous avez un moment à passer à venir à Vienne ce week-end au manège, puisque cette année, c'est pour des raisons sanitaires, c'est au manège, c'est plus la salle des fêtes, ce sera avec plaisir que je vous saluerai. Pour terminer, est-ce que vous avez en ce moment un projet d'écriture? Oui, c'est même plus qu'un projet d'écriture, puisque on arrive à la fin 2021 et qu'il y en a un qui doit sortir en 2022. Donc on a un projet qui est très 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 avancé, pour pas dire quasiment abouti. Et je vous en dirai pas plus parce que ça fait partie de mes petits secrets. Peut-être pour une prochaine. Voilà, pour une prochaine, oui. Et je ne peux pas vous dire parce que ça fait partie des choses où on n'est pas encore complètement en phase avec mon éditeur par rapport à la date de sortie de ce futur polar. Donc je peux vous dire que ce sera un polar. Et puis des paysans, et puis voilà. Voyager aussi. Oui, des paysans. Non, mais je ne dis pas plus. Bon. Surprenant. Et en fait, vous en sortez un par an. Oui, alors c'est assez amusant parce que je ne me suis pas obligé à en sortir un par an, mais c'est sans forcer, c'est l'inspiration qui fait que, en règle générale, ça va me permettre pour conclure de rajouter quelque chose que j'aime bien mettre. En règle générale, je mets 9 mois là, pour la genèse d'un roman, voilà, et 3 mois pour vraiment tout peaufiner parce que parce que je viens du milieu scientifique, ce qui peut peut-être paraître antinomique, mais je suis absolument exigeant sur le style, sur l'orthographe, sur la grammaire, sur la concordance des temps. Alors bien sûr, on laisse toujours une faute qui traîne, qu'on voit après. Bon, on a presque envie de se faire harakiri quand on voit. Mais bon, mais c'est la faute qui est dure à retrouver quand même. Et donc je passe beaucoup de temps, et je trouve que je passe d'ailleurs de plus en plus de temps à peaufiner mon roman. Alors, sur l'évidence qui est la grammaire et l'orthographe, mais aussi sur le style. C'est-à-dire que je fais beaucoup de ressassage pour modifier le style en lisant, j'ai un petit comité de relecture à qui je demande son avis par rapport à la façon dont ils ont perçu. Donc, s'il y a des choses qui passent mal, voilà, j'aime bien. Et je suis très, très exigeant là-dessus. Et je suis un amoureux de la langue française et je trouve que la langue française est très logique malgré tout ce qu'on peut dire, malgré toute sa complexité. Non, mais voilà. c'est vrai que même dans un polar, on aime
une belle langue, Alors, on aime voilà. des mots. Et c'est en ce sens-là que allez, on est entre nous, je vous dis tout, mais en ce sens-là que mon premier roman, aujourd'hui, je le réécrirai pas pareil, parce qu'il y a, dans les disparues des festivals, je trouve qu'il y a des phrases qui sont un peu lourdes, que je tournerai autrement, quoi. Mais bon, heureusement qu'il y a une progression, sinon, mais je ne renie pas non plus. Et vous. Bon, bah écoutez Alain, je vais vous remercier Eh bien, pour votre présence, pour cet échange. Merci Anne encore. Merci à vous aussi d'avoir été un public attentif et merci de me lire. Mais on est content de connaître l'auteur et les ressentis. Mais c'est bien, ouais. Mais vous savez, c'est partagé. Hein. Moi, j'aime beaucoup les questions des lecteurs. Et puis j'éprouve, quand vous avez lu à tour de rôle le texte, un auteur éprouve un plaisir à être lu en voix. Merci pour votre participation Voilà. d'ailleurs. Donc, juste pour rappel, donc, vous pouvez voir Alain le week-end prochain, Festival Sans encre.